Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle proposition dans laquelle je vais m'essayer de semaine en semaine de proposer une certaine lecture sur l'actualité, ou plutôt de dessiner un certain nombre de perspectives à partir de ce qui est observable. Ça s'intègre au cœur de cette nouvelle proposition qui est en l'occurrence ce nouveau site anthropo-logique au pluriel.ch et sur lequel je mettrai régulièrement du contenu à l'intention des abonnés de ce site. Je vous rappelle au passage qu'il y a plusieurs formules d'abonnement, donc sentez-vous évidemment libre d'utiliser celle qui vous convient. À quoi assistons-nous aujourd'hui? Eh bien, à un ensemble de succès et d'ignominies. Au rang des succès, bien sûr, nous célébrons celui de l'extraordinaire décision du Conseil de l'Ordre des médecins à l'endroit du professeur Péronne, qui non seulement lui a donné raison, mais l'a pleinement réhabilité dans tous les sens du terme, notamment en reconnaissant que de par son statut d'expert international, il avait non seulement le droit, mais également l'obligation de faire connaître ses analyses critiques sur la politique du gouvernement. Donc évidemment, l'Ordre national des médecins a fait recours, quoi d'autre, mais c'est relativement instructif parce que ça montre déjà que partir du principe que toutes les instances judiciaires, en l'occurrence c'est une instance professionnelle, mais malgré tout sont corrompues ou ne peuvent pas entendre un certain nombre de vérités est une généralité fausse. Malheureusement, il y a beaucoup de cas où ça va se manifester, mais ça ne veut pas dire que c'est systématiquement le cas. Et puis ceci reflète aussi bien sûr une ambivalence et des divergences de vues au sein de la profession médicale. Il est évident que dans un premier temps, la propagande et le sentiment du danger artificiellement créé ont fait en sorte que cette corporation, comme d'autres, a fait corps autour des injonctions gouvernementales, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui se posent des questions, et si un certain nombre d'entre eux restent effectivement assez fanatisés, ou en tout cas endoctrinés par une vision des choses, eh bien on voit, Dieu merci, que ça n'est pas systématique. Cela dit, donc voilà, on voit cette tension, le fait que ça travaille, que des décisions sont rendues dans un sens ou dans un autre. On perçoit aussi tout l'arbitraire de cette situation. Parce que finalement, si les médecins de Marseille sont acquittés et Christian Péronne blanchi à très juste titre dans son honneur, comment justifier que Stéphane Gaillet ou Alain Huppert ou Emmanuel Darl se fassent poursuivre, et tant d'autres, bien sûr, on ne parle ici que de quelques figures. C'est totalement absurde, c'est totalement insensé, c'est totalement injustifié, mais c'est la réalité que nous vivons. Dans cette nouvelle séquence, Nouvelles du Front, j'ai envie de partager avec vous un certain nombre d'éléments qui me paraissent significatifs et qu'évidemment je vois passer dans mon champ de vision étant donné l'effort documentaire dans lequel je suis. Et notamment, c'est pas un scoop, c'est pas nouveau, mais cet affrontement, cette ligne de front, là on y est, entre la censure et la vérité. Vous savez comme moi à quel point les médias et les gouvernements n'ont fait que suivre le narratif des milieux médico-scientifiques et industriels corrompus. Et donc tous les mensonges qui ont été proférés, évidemment qu'ils tiennent soigneusement à ce qu'ils ne soient pas visibles. Et donc il y a cette censure implacable qui pour l'instant crée un cordon sanitaire autour de la vérité pour qu'elle ne puisse pas rejoindre la population. La censure, et vraiment je rends hommage à ces gens qui pour moi sont des héros, les très grands épidémiologistes, notamment américains, Jay Bhattacharya, Martin Kulldorff qui a travaillé à Harvard, qui est d'origine suédoise, Scott Atlas qui était un des conseillers de Donald Trump, mais qui malheureusement s'est fait supplanter par Fauci, lequel, rusé comme une vipère, a évidemment réussi à mettre en échec les bons conseils du docteur Atlas. Mais voyez Bhattacharya à gauche, qui est également épidémiologiste à l'université de Stanford, nomme, là encore aussi clairement qu'il est possible, la censure tue la science, et dans ce cas, je pense que la censure a tué des gens. C'est une évidence, et donc une audition a été organisée pour eux
à la Chambre des représentants à Washington, et ils ont pu exposer publiquement, avec quand même une certaine résonance, parce que certains médias enregistraient la séance, en montrant que les obligations vaccinales et tout ce qui s'ensuit, les passes, étaient basées sur l'affirmation fausse que les vaccins arrêtaient la transmission. Dès juillet 2021, on savait que ça n'était pas le cas, donc ça a été une erreur colossale d'imposer tout ce qui a suivi. C'était vrai aux États-Unis, mais c'était évidemment également vrai en France. Donc vous voyez, ça bouge et ça sort et ça travaille, et c'est peut-être ça aussi quand on jette un regard un peu désappointé sur notre impuissance relative. Si évidemment on n'est pas au courant de tout ce qui se passe à plein d'endroits différents, on peut avoir l'impression que rien ne bouge, mais Dieu merci, ça n'est pas tout à fait vrai. Sunil Dance, c'est la diapositive, enfin, la capture d'écran en haut à gauche, qui est un médecin qui travaille aux États-Unis et en Angleterre, qui est très actif, dit « Je ferai confiance à la science quand la science me prouvera qu'elle n'est pas achetée et payée. Jusque-là, je ne lui ferai pas confiance, merci beaucoup. » C'est quand même la seule position honnête. Peter Gotche, dont je vous ai abondamment parlé, l'auteur de Remèdes mortels et crimes organisés, vient de faire connaître qu'alors qu'il était interviewé pendant 1 heure sur le crime organisé en psychiatrie et dans l'industrie pharmaceutique, ce dont je vous ai beaucoup entretenu sur la base de ses travaux, il dit qu'il a parlé du Covid pendant 5 minutes et que YouTube a instantanément censuré toute l'interview. Alors que c'est un des meilleurs connaisseurs au monde du traitement des données médicales et de la corruption systémique. Et puis, aux États-Unis, notamment du fait de la plainte des procureurs de différents États, eh bien, effectivement, on est en train de faire apparaître la réalité de la collaboration entre des réseaux comme Facebook et Twitter, mais aussi LinkedIn, Instagram, YouTube précisément, avec le FBI, c'est-à-dire le contre-espionnage américain, pour taire certaines informations qui risquaient de compromettre les intérêts de l'État profond et du camp démocrate. Et donc, par rapport, par exemple, à toutes les magouilles du fils de Joe Biden, Hunter, en Ukraine, en Amérique du Sud, avec des documents avérés qui étaient de l'information, le FBI a conspiré avec les plateformes du net et les médias mainstream pour que ça ne sorte surtout pas et que ça ne risque pas d'influencer les décisions électorales. Donc, vous voyez, on nous traite souvent de complotistes, mais ça, si c'est pas de la conspiration à l'état pur, il faudra m'expliquer un peu quel est le sens des mots. Asim Malhotra, un cardiologue britannique extrêmement actif aussi, dénonce évidemment ce qu'il observe depuis sa spécialité médicale. Vous voyez qu'il va participer à un grand congrès à Londres ces prochains jours autour du thème... c'est tourné sous forme de questions, mais ça c'est un peu dispensable. Comment Big Pharma a pris en otage l'evidence-based medicine? Parce qu'au fond, c'est un tout petit peu technique, mais je me permets malgré tout de le dire. L'evidence-based medicine, c'est un courant qui a émergé il y a une vingtaine d'années, ou plutôt qui s'est popularisé il y a une vingtaine d'années, et qui consistait à dire il y a trop de flou dans la pratique médicale, il faut qu'on puisse s'appuyer sur les meilleures données probantes, de sorte à privilégier des traitements qui ont fait leurs preuves et qui soient réellement efficaces. Donc vous serez d'accord avec moi que c'est un peu difficile de s'opposer à cette bonne idée. Et le problème est venu du fait que la vraie evidence-based medicine se situe en fait à l'intersection de 3 cercles. Le premier, c'est les études scientifiques, et notamment les essais randomisés en double aveugle, mais pas que. On sait que les études observationnelles, que les études populationnelles rétrospectives peuvent avoir une valeur tout aussi probante que les essais randomisés. Enfin, toujours est-il qu'il y a de la recherche scientifique qui, bien sûr, a vocation à produire de la connaissance, quand elle n'est pas trop pourrie par la corruption. Il y a la pratique clinique, c'est-à-dire des médecins qui accompagnent et qui soignent des gens et qui observent les effets de ce qu'ils font. Et il y a l'avis des patients et leur propre évaluation de ce qui les aide ou de ce qui ne les aide pas.
Et la vraie evidence-based medicine, c'est l'intersection de ces trois cercles. Quand vous avez des données scientifiques probantes, des réalités cliniques et du feedback des patients, pour le dire comme ça, qui congruent dans le fait de favoriser certaines approches plutôt que d'autres, eh bien on considère que c'est probant. Mais le tour de passe-passe abominable de Big Pharma, c'est d'avoir éliminé les deuxième et troisième cercles, d'avoir totalement pourri le premier. Et je veux dire, la production de sciences frauduleuses est insensée depuis les 3 dernières années. Et donc, Asim Malhotra, avec d'autres scientifiques de très haut niveau, va participer à un congrès à Londres. Et vous voyez qu'il a reçu un coup de fil d'une personne très haut placée lui disant qu'il se faisait du souci pour sa sécurité et que les organisateurs de l'événement ont peur qu'il puisse se faire agresser. Donc voilà, tout ça pour confirmer, si besoin était, qu'on vit dans des temps extrêmement troublés, mais qu'il y a des gens très courageux qui se bougent à beaucoup d'endroits. Alors, dans le chapitre des nouvelles réjouissantes, il y a également les récentes élections américaines. Donc voilà, moi je ne fais pas un travail partisan, mais c'est vrai qu'il y a quelques figures au Sénat et à la Chambre des représentants qui sont des vieux de la vieille des systèmes de santé et qui, pour certains d'entre eux, c'est le cas du docteur Rand Paul, qui est représentant du Tennessee, dès l'époque du sida. Et donc, toutes les magouilles de l'ère Fauci, ils les connaissent sur le bout des doigts. On se souvient de quelques échanges assez tendus entre Fauci et Rand Paul, parce que Fauci ment comme un scorpion. Donc alors même qu'il a fait conduire au laboratoire de Wuhan des recherches sur les gains de fonction, alors que le gouvernement américain avait prohibé la recherche sur les gains de fonction, Fauci avait le toupet de venir dans une audition publique dire « Mais non, vous n'avez pas compris ce que c'est des gains de fonction, pas du tout, c'était pas des gains de fonction. » Alors que c'était des gains de fonction et que même ses services reconnaissaient que c'était des gains de fonction. Donc si vous voulez, avec les pires pervers sociopathes, le problème c'est qu'ils n'avouent jamais rien, ils manipulent jusqu'à l'os et ils monteront jusqu'au fond de leur tombe. Et là, étant donné le fait que la Chambre des représentants est passée sous majorité républicaine, Rand Paul, qui est pressenti par ailleurs pour en être le président, a dit qu'il ferait soumettre subpoena, c'est la nécessité de produire en justice dans le cadre d'une instruction tous les documents du Dr Fauci pour faire un inventaire exhaustif de tout ce qu'il y a eu. Et ça, évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Non pas que Fauci reconnaîtra à un moindre moment qu'il ait fait quelque chose d'autre que ce qui était forcément le mieux pour le monde et la science incarnée, mais parce que ça permettra de mettre sur la table toute la réalité et en public, j'ai envie de dire. Alors tout ceci nous conduit à un troisième volet qui est évidemment celui de l'agenda global. Vous savez que c'est dans cette direction que j'ai un peu orienté mes réflexions ces derniers temps, puisqu'on sait que ça n'était pas une crise sanitaire et que les réponses n'ont pas été apportées pour des raisons sanitaires, en tout cas elles n'ont pas eu de finalité sanitaire, parce que si on avait eu la santé de la population à l'esprit, c'est juste pas du tout ça qu'on aurait fait. Et si dans un premier temps l'hypothèse de l'erreur ou de la panique ou de la corruption pouvait suffire, on sait aujourd'hui que ça va plus loin. Et je rends hommage évidemment à Amel Demey, journaliste à l'Impertinent Média, un petit média indépendant roman que je vous invite à lire, à suivre et à soutenir. Et elle vient de réaliser une interview avec Christian Perron dans lequel il dit quelque chose de très intéressant. Parce qu'effectivement, Christian Perron, c'est pas seulement quelqu'un qui a dénoncé les non-sens en santé publique et les trucages de la science, c'est quelqu'un qui est capable de relier des éléments entre eux, et notamment le fait que la pandémie avait été annoncée de longue date, qu'il y a eu une répétition générale au mois d'octobre, qu'on a interdit l'hydroxychloroquine en France au mois de janvier, qu'on a mis en échec les traitements précoces. Vous voyez ce que je veux dire? Il a tout le fil de l'histoire. Et il répond quelque chose de très intéressant à une question, évidemment, c'est le rôle d'un journaliste de ne pas pas être d'accord avec les gens sans poser de questions. Et donc Amel demande à Christian, mais est-ce qu'il vous arrive parfois de douter de votre version et de vous dire, mais si jamais c'était au fond pas aussi bien, si jamais c'était pas programmé? Et lui répond, mais c'est impossible.
sur la page de couverture d'un magazine en 2019, on trouve le pangolin, un QR code, un vaccin, un virus, enfin, tout est montré bien avant que l'épidémie n'arrive. Et il vous souviendra peut-être que c'est une des choses que j'ai dites à Sainte, c'est que pour cette mafia crapuleuse aux commandes à travers le World Economic Forum et les organisations internationales, d'une certaine manière, la meilleure manière de camoufler les choses, c'est de les montrer ouvertement. Ça les rend presque invisibles, si vous voulez. Et donc, Christian dit, mais c'est juste pas possible qu'il y ait autant de coïncidences. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de croire au Père Noël. Et puis, Hamel le relance en disant, mais dans quel but cette crise aurait été préméditée? Et là encore, il énonce l'évidence, hélas. Pour contrôler la population mondiale et détruire les gouvernements, c'est le nouvel ordre mondial que Klaus Schwab réclame, et il s'en est pas caché. Et quand Hamel amène l'objection habituelle des gens, qui est de dire « ouais, mais ça voudrait dire que tout le monde aurait dû se mettre d'accord », il dit « attendez, c'est très simple. Il y a McKinsey qui, client de Pfizer, du Forum économique mondial et de l'OMS, conseille tous les gouvernements occidentaux en leur disant de faire la même chose, même si c'est contraire à tout ce que tous les experts en santé publique savent, avec bien sûr des savoir-faire en termes d'ingénierie sociale, de propagande et de manipulation psychologique. Et Christian, vraiment, je lui en sais gré, il rappelle que il y a dans chaque pays ce qu'on appelle des Key Opinion Leaders, des gens qui sont des leaders d'opinion, ceux qui vont dire des choses auxquelles les gens vont croire ensuite ou qui vont suivre. Et il explique que ce sont des gens qui sont payés des millions sur des comptes offshore dans les paradis fiscaux, alors qu'ils déclarent 10 000 ou 20 000 euros d'honoraires ou de gratification. Mais la réalité, c'est que dans les coulisses que les gouvernements et les médias et les agences de santé vous cachent, il y a cette corruption à très large échelle. Et donc quand on pense aux médecins de plateau, en France surtout, mais en Suisse aussi, qui se sont précipités dire des faussetés indéfendables sur le plan scientifique et intellectuel, il faut savoir qu'il y a ce processus derrière. Et donc, vous voyez, on est effectivement sur le fil du rasoir, il y a quand même un ensemble de choses qui bougent dans la bonne direction, en même temps on sent que le camp mondialiste totalitaire a les leviers de commande du pouvoir et ne lâche pas le morceau, ça serait bien étonnant qu'il change d'idée en cours de route. Et donc je terminerai cette première revue d'actualité avec une petite vidéo que j'ai vue passer grâce à mon amie Sabine, que je salue ici, qui est le tout dernier interview de George Orwell, pratiquement sur son lit de mort, et interrogé par une journaliste de la BBC, il dit comment il entrevoit l'avenir, mais aussi avec une invitation magnifique qui nous est faite de prendre notre destin en main, même si nous sommes désemparés, choqués, brutalisés, peut-être découragés, parce que c'est juste un juste combat que nous ne pouvons pas laisser en cours de route. But he left one final warning. 1984 is, I believe, a quite terrifying masterpiece. So terrifying, in fact, I don't think I should like to read another like it. I am not absolutely dissatisfied with it. I think it is a good idea, but the execution would have been better if I had not been under the influence of TB when I wrote it. You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. In our world, there will be no emotions except fear, rage, triumph, and self-abasement. The sex instinct will be eradicated. We shall abolish the orgasm. There will be no loyalty except loyalty to the party. But always,
there will be the intoxication of power. Always, at every moment, there will be the thrill of victory, the sensation of trampling on an enemy who is helpless. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.